Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session. Juste pour vous faire patienter un peu, il nous manque un intervenant. Il est de taille, c'est le groupe L'Oréal. On va attendre un petit peu. Eh bien, il est arrivé. Et je passe tout de suite la parole à Geneviève Petit qui va animer cette session. Bonjour à tous, je suis Geneviève Petit, je suis fondatrice de Petit Web qui paraît tous les lundis avec de l'info sur le marketing interactif et on fait des conférences et de la veille aussi pour les marques. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du lien, de la consistance d'une marque entre le monde virtuel et le monde réel avec 3 intervenants que je vais appeler successivement qui vont monter sous une musique festive. Donc j'appelle d'abord Ladies First Stéphanie Jallet, qui est responsable e-marketing social mobile pour Monoprix. Il faut danser en même temps, Stéphanie, quand on monte. Et j'appelle maintenant Isabelle Cinquin, qui est vice-présidente Global Digital Business chez L'Oréal. Et enfin, Stéphane Sabourin, qui est directeur de la communication d'Accor France. Donc on va passer 40 minutes à parler entre nous. Ensuite, ça sera avec vous. Donc préparez vos questions pour être prêts à dégainer dans 40 minutes. Bonjour Stéphane. Donc en fait, je vais vous demander à tous les trois en quoi cette question de consistance de marque entre le monde réel et le monde virtuel est une question d'actualité. Stéphanie. C'est bon. Bonjour tout le monde. C'est en effet un vrai sujet d'actualité. Aujourd'hui, pour nous, la question du support, c'est plus une question en soi. La frontière entre le digital et le physique, elle existe de moins en moins. C'est devenu extrêmement poreux. Nous, on a plutôt envie de répondre à des problématiques de clients. Par exemple, on se pose des questions, comment exprimer notre stratégie de développement durable chez Monoprix? On ne va pas se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Twitter, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur le mobile, mais plutôt répondre à des besoins. Donc nous, aujourd'hui, on essaye de donner la meilleure expérience aux clients, qui soit dans le digital, qui soit dans le physique, mais en fait, il n'y a plus de frontières, tout ça, c'est entremêlé. Donc il faut proposer la meilleure expérience aux clients dans sa globalité. Donc Stéphane, chez vous, vous m'avez dit aussi, on est en plein dedans. Pourquoi ? Effectivement, on est en plein dedans. Bonjour à tous. Donc au sein du groupe Accor, on est dans d'abord, on est dans une industrie qui a été terriblement impactée par le monde digital, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que Internet est devenu le premier canal d'information et aussi le premier canal de réservation pour les hôtels. Donc le lien entre nos points de vente physiques, qui est là où on vit l'expérience de la marque pour de vrai, puisque notre métier, ça reste quand même d'accueillir des gens et de leur proposer de l'hospitalité, est aujourd'hui terriblement impacté par ça. Donc notre actualité en termes de consistance de marque entre le digital et le monde réel est omniprésente, sachant qu'on a dans le groupe 9 marques. On couvre tous les segments du low cost jusqu'au luxury, donc en passant de Hôtel F1, Ibis Budget, Ibis Styles, Mercure, Novotel, Suite Novotel, Pullman, Sofitel, et je passe les marques de thalassothérapie et les marques de location de longue durée comme Adagio par exemple. Et donc quand on investit dans nos hôtels, qui est une industrie qui est extrêmement consommatrice de CAPEX, il faut que ça se voit ensuite sur le digital. Et il faut que l'expérience de marque qu'on essaye de prodiguer à nos hôtes lorsqu'ils arrivent chez nous
puisse aussi se vivre de façon digitale et se vivre en termes de branding. Donc ça, c'est notre quotidien. Et il faut aussi que le digital se voit dans les hôtels, non ? Alors il faut aussi que le digital se voit dans les hôtels. Il y a une petite assemblée là ce matin, je pense qu'il n'y en a aucun de vous qui déroge à la règle. La première chose qu'on fait en arrivant dans un hôtel aujourd'hui, on essaye de se connecter en Wi-Fi. Donc ne serait-ce que ce genre de choses-là, c'est évidemment des signaux sur lesquels on doit être extrêmement performant. Le Wi-Fi, c'est devenu maintenant un prérequis, on n'en parle plus. La problématique à laquelle on se trouve confronté, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la vidéo in-stream, il y a du YouTube, il y a plein de choses. Les gens téléchargent de plus en plus de grandes données et maintenant, il nous faut vraiment des bandes passantes extrêmement puissantes. C'est un phénomène qui est apparu aux États-Unis il y a 3-4 ans où on se rendait compte déjà, en termes de customer care, qu'on avait énormément de plaintes sur ces hôtels-là parce que le digital est omniprésent aussi dans l'hôtel et il faut être performant sur ce point-là aussi. Alors Isabelle Cinquin, moi je ne vais pas vous demander en quoi c'est d'actualité, puisque finalement l'actualité de l'année dans ce domaine-là chez L'Oréal, c'est que la marque a fait un site marchand. Donc comment, on va aborder tout de suite ce sujet-là, comment la marque s'est transposée dans le monde digital pour parler directement aux consommateurs tout en restant elle-même. Alors, L'Oréal, c'est 33 marques internationales qui sont différentes et ont des positionnements différents. Donc, le sujet de l'engagement, puisque dans votre titre, j'ai beaucoup apprécié le terme engagement, est extrêmement pertinent pour toutes les marques de L'Oréal, sachant que l'engagement est différent si c'est une marque The Body Shop ou comme vous l'avez nommé là présentement en France, L'Oréal Paris. Donc, les approches sont différentes pour respecter et pour renforcer ce qu'on appelle l'ADN de la marque, mais aussi du produit et de son audience. La particularité, je dirais, dans le monde de la beauté, c'est que la beauté est le quatrième sujet social. Généralement, si on reste enfermé chez soi, on n'a pas forcément un besoin, et généralement on est dépressif quand on ne sort pas, donc on n'est pas forcément enclin à prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est la confiance en soi sous différents aspects par l'expression de sa personnalité. Donc L'Oréal, c'est tout sur l'homme, la femme, les enfants, personnes jeunes ou âgées, dans le monde entier, selon leur culture et leurs aspects et leurs objectifs de vie, d'avoir une approche où l'engagement, pas seulement la marque fait force d'autorité, mais surtout elle coopère avec le consommateur. C'est-à-dire que pour le digital transforme L'Oréal dans le sens où on est moins dans des stratégies de push, mais beaucoup plus dans des stratégies de pull avec l'écoute du client, l'écoute du consommateur, qu'il soit vendeur, prescripteur de beauté, prescripteur de coiffure, ou bien qu'il soit acheteur du produit. Les approches sont différentes. Vous avez par exemple une approche comme The Body Shop, avec une forte consonance je dirais naturel, et qui a eu un relationnel très très fort avec son client depuis le point de départ, puisque c'est un canal, le canal de distribution ou d'achat du produit est off et online. Donc l'approche, comme le disait Monoprix, elle est un peu différente de L'Oréal Paris, qui n'a pas une approche multicanal en soi, qui n'a pas le contact direct du client sur le point de vente. L'Oréal Paris va beaucoup s'axer sur le social, d'où l'approche Get the Look. Tout part de Get the Look avec Color Genius, qui sont des aspects, ou bien avec Instant Beauty, et avec le nouveau lancement en France du site L'Oréal Paris e-commerce. Body Shop, tout part de l'approche du consommateur. Je te reconnais depuis le point de départ par rapport à un positionnement éthique et valorisant. Et donc, à ce niveau-là, je m'engage avec toi sur le point de vente avec une carte de fidélité et sur le mobile. D'où l'approche de The Body Shop App, qui en Angleterre est un franc succès, avec des taux de croissance époustouflants. Pourquoi ? Parce qu'elle approche le client d'un point de vue social, d'un point de vue économique, bien sûr, mais aussi d'un point de vue conseil. Donc vous avez toujours les trois composantes. Que cherches-tu ? Ai-je la réponse dans ton contexte ? Si c'est L'Oréal Paris, c'est plus le tapis rouge, le get the look, le rapprochement avec les célébrités, le tweet dans les réseaux sociaux, Facebook.
Si c'est vos body shop, ça va être beaucoup plus prendre soin de soi dans un environnement éthique et naturel, donc une approche plus personnelle avec des tutoriaux sur le point de vente, en ligne ou bien dans mon application personnalisée. Donc Isabelle, pour répondre à la question sur comment une marque qui est distribuée dans les magasins devient elle-même distributeur en ligne et comment elle garde ses valeurs de marque tout en changeant de statut, qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Comment ça s'est résolu et quelles ont été les questions qui se sont posées au moment où L'Oréal Paris faisait son site marchand? Alors pour L'Oréal Paris, c'est de savoir, pour un site marchand, si j'achète directement à la marque, la première question qui se pose, c'est la question de la proximité. Donc le challenge pour L'Oréal Paris, qui est une marque quand même assez, je dirais, qui a une certaine distance avec le consommateur, il s'agit de réaliser cette approche de proximité. Et cette approche de proximité se fait par Get the Look. Donc on passe par l'approche de l'égérie. Vous avez vu les différentes égéries. Il n'y en a pas une, il y en a plein qui s'adaptent selon je dirais le lifestyle, enfin le style de vie de la personne qui va être affine à la marque L'Oréal Paris. Ensuite, quand on regarde le look, vous avez tout l'aspect accessoire, parce que la cosmétique n'est qu'une composante, je dirais, d'un look. Et généralement, ça passe par, on le voit très bien, l'habillement et les chaussures. Donc quand vous regardez Get the Look, vous avez le look complet, par exemple d'Inès de la Fraisance, d'autres égéries internationales. Et à ce moment-là, vous avez envie de savoir comment approcher ce look par imitation ou par personnalisation. Donc en fait, soi-même. Vous avez approfondi la stratégie des égéries en faisant du contenu supplémentaire pour que le consommateur entre dans le chemin du parcours d'achat en relation directe avec la marque. Alors, je vais reprendre là dans l'ordre d'apparition. Stéphanie, comment vous reconnaissez un consommateur Monoprix en ligne quand il est dans votre magasin? Comment on reconnaît un consommateur Monoprix Alors, déjà aujourd'hui, ce que l'on essaye de faire, c'est d'accompagner le client dans tout son parcours. Il faut que ce soit un parcours client qui soit fluide, sans couture. Donc pour ça, il y a en magasin, mais en fait, le client, d'abord, il va découvrir un produit. Il va falloir l'accompagner dans la découverte du produit, dans la recherche du produit, pendant son achat, et ensuite avoir de l'assistance. Donc, c'est pendant tout ce parcours qu'il faut avoir une approche qui soit unique pour pouvoir répondre au mieux aux attentes des clients. Donc si je vous donne un exemple, le client en phase d'assistance, et ça c'est quelque chose de très important quand on parle d'engagement, c'est tout l'accompagnement du client après son acte d'achat. Aujourd'hui, quand il fait appel à notre service client, eh bien, quel que soit le point de contact qu'il va utiliser, on va le reconnaître. Il y a une historisation. Comment ça s'est fait, ce travail-là? Ça s'est fait avec qui et comment? Alors, en fait, ça s'est fait... Alors déjà, c'est parti d'un constat, c'est qu'il y a quelques années, le client, il s'exprimait au sein des magasins, sur son point de vente. Ensuite, ou parallèlement, il utilisait le courrier, il envoyait des mails, il téléphonait. Et depuis les réseaux sociaux, aujourd'hui, il utilise de plus en plus ce canal pour s'exprimer. Alors s'exprimer, ça ne veut pas dire uniquement déposer une plainte, c'est simplement poser des questions. Et pour pouvoir bien reconnaître le client, pour pouvoir bien lui répondre et lui montrer qu'on l'a entendu et qu'on l'a compris, il fallait qu'il y ait cette gestion unique de ces conversations. Donc on a tout mis au sein d'un même outil. Aujourd'hui, on travaille avec Laser qui gère chez nous tout le côté informatique de la relation client. Donc, tout est historisé au sein d'un même outil. Et aujourd'hui, on a une vision globale de tout l'historique de conversation avec nos clients. Et ça permet de mieux le reconnaître. Également, on utilise des datas pour connaître ses comportements d'achat. Ça va permettre... Ça, vous le faites comment? Avec quel type d'outils? Aujourd'hui, nous, on utilise Dun&B pour tout ce qui est data mining. Donc ça permet de donner de la personnalisation
aux achats, c'est très important, hein, offrir la bonne offre au bon moment. Et parallèlement, on a aussi des données sociales qui sont issues de Facebook, de Twitter, d'Instagram, etc. Donc le grand challenge de l'année prochaine et des prochaines années, ça va être de réconcilier à la fois les données sociales, les données d'achat pour avoir une lecture complète des attentes et des besoins des clients. Et ça, c'est un challenge, je pense, qu'on doit tous porter. Alors, c'est pas simple, hein, c'est vraiment pas simple, mais ça va nous permettre de mieux comprendre les attentes des clients et finalement de lui offrir cette meilleure expérience. Dans l'organisation, qui travaille avec qui sur ce sujet-là? Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet multi-service. Hein. On travaille évidemment avec le CRM, on travaille avec le site marchand, et moi, je fais partie du marketing. Donc voilà, tous les services en fait qui sont en relation avec le client travaillent ensemble parce que... Et c'est des gens qui s'entendent bien? Oui, oui, on s'entend bien, bah oui, on s'entend bien et en fait on travaille de plus en plus ensemble hein, parce que le multicanal, ça demande de travailler les uns avec les autres. Et de toute façon, on a tous le même objectif, c'est de servir notre client. Donc finalement, on a les mêmes points de convergence. Donc Stéphane Sabourin, quand quelqu'un rentre dans un hôtel, comment il est reconnu et aussi comment le monde virtuel s'invite dans le monde réel de l'accueil de l'hôtel? C'est une bonne question. Alors on a un énorme chantier hein, chez Accor en ce moment qui implique plusieurs départements, que ce soit le département e-commerce, le département CRM évidemment, et même ça va jusqu'à impliquer des départements tels que ceux du design par exemple. Aujourd'hui, ce qu'on sait par exemple dans l'hôtel, c'est qu'un des points de passage les plus irritants de la relation client, c'est le fait de devoir faire la queue et de patienter au checking, puisque évidemment la vie étant bien faite, en semaine, toute la clientèle qu'on qualifie de business, hein, puisqu'on a majoritairement deux segments, business d'un côté, loisirs de l'autre, on finit à peu près tous nos rendez-vous d'affaires au même moment et on les commence tous au même moment. Donc on a parfois sur des hôtels d'une certaine catégorie, capacité, des files d'attente qui peuvent être assez longues. Donc tout ça est évidemment en train de se digitaliser. Puisque maintenant, en fonction des législations de chaque pays, on est présent en 92 pays, c'est pas toujours aussi linéaire malheureusement, mais on peut avoir du prépaiement, on peut avoir du checking en ligne, etc., etc. Et on est en train de travailler aujourd'hui sur un projet. Quand je dis nous, c'est, je pense, à peu près toute l'industrie, puisque celui qui arrivera à éradiquer ce problème-là irritant aura gagné la bataille du client dans notre industrie. On est en train de travailler à la suppression de ces desks d'accueil et on est en bêta dans plusieurs hôtels aujourd'hui où il n'y a plus de desk. Alors, on est pour certaines contraintes légales obligé d'en garder un parfois pour les personnes à mobilité réduite ou ce genre de choses. Mais sinon, globalement, sur la majorité des clients, on les accueille librement, comme ça. C'est une relation où ce que l'on sait du client, c'est qu'il a fait sa réservation, donc il sait qu'il va être accueilli. Et évidemment, ce qu'il demande, c'est d'être attendu. Et la nuance n'est pas si fine à mettre en œuvre opérationnellement. Et donc ça procède un petit peu de ça, cette rupture où on va maintenant tenter de casser les desks, et c'est un vieux serpent de la profession, hein, de supprimer ça pour gagner cette fameuse bataille du client. Et on va accueillir donc les clients avec des tablettes de différentes natures et casser cette relation et aller un peu dans une proximité où on vient au-devant de vous, on n'est plus derrière un desk qui fait cette espèce de frontière physique. On vient au-devant de vous en disant bonjour Stéphane, on vous a préparé votre corbeille de fruits, celle que vous préférez. Alors on a effectivement en fonction des gammes, hein, puisque comme je disais tout à l'heure, entre Hôtel F1 et Sofitel, évidemment on a un niveau de prestation, d'accueil, de personnel et de services ajoutés dans l'hôtel qui sont éminemment différents. Mais ça peut aller jusqu'à ce niveau-là de personnalisation, puisqu'on a plein de petites astuces et on grabe comme ça de l'info sur nos clients. D'abord avec notre programme de fidélisation, hein, on a plus de 12 millions de clients qui sont enrôlés et encartés à travers ce programme, sur lequel on génère de la connaissance client. Et cette connaissance client, elle est renvoyée via nos systèmes dans ce qu'on appelle nos PMS dans les hôtels et qui nous permet de pratiquer donc un accueil plus personnalisé, puisqu'on sait que vous êtes fumeur, non fumeur, effectivement tous les basiques, mais on peut avoir enregistré des prérequis et de l'analyse client qui rend plus fine, avec un niveau de granularité en fonction des marques qui évidemment diffèrent, mais qui rend plus fin cette relation
parce que finalement, dans notre métier, qui est un métier d'accueil, est un métier relationnel avant tout, hein, on vend du service, on ne vend pas un produit fini, c'est la qualité de cette relation sur les 2 points de contact privilégiés qui sont votre entrée et surtout votre départ de l'hôtel, hein, qui est presque un point le plus important, parce que vous allez partir avec ce dernier souvenir, où on a à cœur de personnaliser cette relation, et donc les outils digitaux nous y aident, bien sûr. Alors, dans la chambre d'hôtel, il y a quelque chose qui est mort maintenant, c'est la télé, puisque les gens viennent avec leur téléphone, leur tablette, justement. Comment vous allez transformer cette télé? Bon, alors, elle est morte, oui et non. D'abord, quand on a à peu près 500 000 chambres, donc on a à peu près autant de télé, donc grand Dieu, heureusement pour nous, elle n'est pas tout à fait morte. Non, mais en termes, en tout cas, d'activité économique, ça marche moins bien. Tu as raison. Donc aujourd'hui, la télé, c'est un écran, hein, au même titre que l'écran de leur smartphone ou l'écran de leur tablette. On a dans certaines gammes de nos hôtels équipés déjà beaucoup d'hôtels avec des tablettes. Et par exemple, aujourd'hui, non seulement ils vont aller broadcaster leurs propres vidéos sur ces tablettes-là, mais ils vont aussi, par exemple, pouvoir directement, on est en test sur certains hôtels 5 étoiles dans le nord de l'Europe, pour ne pas les citer, on est en test sur une logique de F&B, par exemple, où on va pouvoir commander donc sa restauration, son room service via sa tablette, et qui est un petit peu à l'identique d'un e-commerce interne à l'hôtel, va générer des flux beaucoup plus rapides. Je pourrais aussi commander ma pizza à l'extérieur de l'hôtel? Vous comprendrez facilement, Geneviève, qu'on essaye plutôt de développer le chiffre d'affaires à l'intérieur de nos hôtels qu'à l'extérieur. Oui, mais en même temps, on est dans un monde ouvert et vous êtes dans le service. Donc absolument, mais ils ont leur propre device en général pour ça. Encore faudrait-il qu'ils sachent où est la pizzeria, etc. C'est toujours un peu plus compliqué. Ça existe dans certains hôtels, ou dans les gammes très économiques ou low cost, dans lesquelles on a fait le choix de ne pas implémenter de service de restauration. Bien évidemment, on a déjà pu constater que nos clients le faisaient assez naturellement, et pour certains se font même parfois livrer ce type de produit à l'hôtel. Isabelle, je crois que vous avez une petite présentation. Alors, puisqu'on a parlé de Get the Look, je vais vous montrer l'aspect de Get the Look, sachant que chez L'Oréal, l'engagement commence bien en amont. Le terme engagement s'applique dès la considération d'une marque ou d'un produit, puisque la décision est quand même très spontanée pour un produit de beauté. Il s'agit d'avoir une relation, on va dire, de contenu favorable dès le départ, quand on se pose de la question: est-ce que j'ai envie de ressembler, dans le cas de L'Oréal Paris, à une égérie, ou bien est-ce que j'ai envie, j'ai à sortir ce soir ou aller au travail, comment je vais m'habiller, comment je vais maquiller. Donc le thème, on le voit là sur la slide, je sais pas. Oui, on voit là pour l'instant une jolie jeune femme avec un rouge à lèvres violet. Mais ça bouge pas. Ça passe pas sur l'écran. Ah oui. Donc, le point de départ, tant pis, on va commencer par Body Shop, on va s'adapter. Alors, on va commencer par la mobilité. Il y a 3 points qui sont essentiels. Le dernier, la mobilité, étant le plus dur pour L'Oréal à appréhender, puisque généralement, L'Oréal. Et pour tout le monde, j'ai l'impression que la mobilité, c'est un cauchemar pour tout le monde, non ? Non, je pense moins pour des retailers, oui. Enfin bref, pour les FMCG, pour les sociétés de mass market, c'est très difficile à appréhender, puisque comme vous l'avez très bien dit pour Monoprix ou pour Accor, c'est basé sur de la data. Or, généralement, les entreprises comme L'Oréal ont beaucoup de content en data, mais peu de data sur le consommateur ou même sur le point de vente. Donc, il est très difficile d'appréhender l'engagement quand on ne connaît pas forcément en détail son consommateur ou son point de vente. Donc je vais commencer par un exemple atypique, mais qui est très révélateur de l'engagement de L'Oréal et où va L'Oréal sur le digital, qui est The Body Shop. Comme je le disais, The Body Shop est une marque, ce sont des produits, mais c'est un canal de distribution multi-channel ou omni-channel, si on le considère aujourd'hui. Donc je peux aller dans le point de vente, je peux aller sur le site e-commerce, et troisième composante, je peux, grâce à l'application qui n'existe pas en France mais qui est très très performante au UK, en Angleterre, je peux avoir le Body Shop avec moi tout le temps. Et donc le positionnement de cette application est très très intéressant. Vous avez la partie considération, évaluation, achat, et ce qu'on appelle l'advocacy ou la recommandation. C'est la façon dont on appréhende le parcours client dans sa globalité, que ce soit le point de vente, le client, je suis
un agent de beauté ou un agent de la coiffure, ou je suis le consommateur moi-même. Et dans ce cas-là, on se pose la question du parcours du consommateur et quelles sont les questions les 3 questions à chaque fois sur chaque parcours qui vont être évidentes et essentielles pour le consommateur. Si ces questions-là ou ces fonctions-là ne sont pas mises en évidence, l'application n'aura aucune résonance. Et ça, c'est valable pour une application de beauté comme une application Shazam, une application WeChat et ainsi de suite. Donc dans ce cas-là, vous voyez les étapes qui sont extrêmement importantes et qui permettent de comprendre l'écosystème mobile et les étapes importantes technologiques de design, de marketing design et du parcours client et de l'offre produit qui conduisent à l'engagement total avec le client. Qu'il soit, encore une fois, l'acheteur consommateur privé ou le conseiller sur le point de vente. Et donc l'app Body Shop, c'est quoi? C'est des tutoriels? Alors pour le Body Shop en image, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4 fonctionnalités en bas avec l'aspect shopping, l'aspect tutorial, l'aspect recommandation, l'aspect échange. Parce que l'engagement, ce n'est pas seulement une relation unilatérale, c'est interactif et c'est surtout interactif avec une communauté. Et c'est souvent le plus difficile de comprendre quelle est la communauté à qui la marque, dans quelle communauté la marque agit le mieux, qui sont les influenceurs qui vont avoir un impact. Et vous voyez sur la droite, j'ai mis les customer ratings. C'est une composante qui était dans le marketing direct, je dirais même digital des années 2000, pratiquement impossible parce qu'on ne captait pas les données de recommandation. Depuis le milieu des années 2000 à les 2005, vous avez vu avec des nouvelles startups qui ont mis en avant le rating des clients, le rating, les évaluations des consommateurs, soit sur le site web, soit sur les blogs, soit dans les environnements espaces communautaires ou dans les applications mobiles. Avec l'avènement des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, ces ratings et ces commentaires, maintenant, c'est plus seulement les petites étoiles, ce sont les commentaires et l'analyse des commentaires qui prennent un pouvoir sur justement l'engagement. Et là, est-ce que Body Shop fait comme Sephora, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve les ratings des réseaux sociaux dans les boutiques? Tout à fait. Et c'est pour ça que l'importance des ratings et surtout des commentaires, l'analyse des commentaires, donc ça fait appel à du data mining avancé, du text mining, de l'analyse des réseaux sociaux, du social listening, qui deviennent très très importants. Et le nerf, je dirais, entre guillemets, de l'approche de l'engagement, c'est d'arriver à coordonner toutes ces fonctionnalités d'engagement sous un même, je dirais, sous une même approche technologique, mais aussi de silo. Et là, on se retrouve comment le marketing travaille-t-il avec l'IT, comment l'IT travaille-t-il avec les ventes, comment le marketing va travailler avec les ventes et l'IT, comment marketing et customer intelligence vont bénéficier des insights et pouvoir influencer la vente, le marketing à un instant T, puisque tout ça se fait en real time. D'où le challenge de revoir complètement le parcours client et l'écosystème en backup, comme on a dit, enfin j'ai pas les termes en français, excusez-moi, en back-end. Et là, c'est un challenge pour les entreprises qui n'ont pas cet aspect de data-driven, ou qui ne partent pas des data, mais qui partent du produit. Parce qu'en fait, faut faire tout le ces chemin applications sont sur l'usage. C'est l'usage qui prime sur la valeur du produit. D'accord, on va enchaîner, Isabelle. Je vais vous poser une question à chacun d'entre vous. C'est quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que ça, c'était Monoprix et ça, c'était pas Monoprix dans le monde virtuel et dans le monde réel? Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous dit la frontière de votre marque? Nous, on a une plateforme de marque, je pense qu'on n'est pas la seule marque à avoir une plateforme de marque. On l'a écrite pour donner déjà à l'entreprise des guidelines qui sont communs. Donc la plateforme de marque de Monoprix, elle dit quoi? Monoprix, on veut offrir un quotidien enchanté, coloré, joyeux aux urbains. On a envie de leur donner le goût de la vie.
Et ça, on le décline sur l'ensemble de nos supports de communication, mais aussi dans toutes nos actions. C'est-à-dire que cette plateforme de marque, elle a été partagée, pas qu'au sein du marketing, mais elle a été partagée avec l'ensemble des métiers de l'entreprise. Donc déjà, naturellement, quand on met en œuvre une action, on sait si cette action, elle vient s'inscrire ou pas dans la plateforme de marque. Et la plateforme de marque, elle est multicanale. Elle est aussi bien digitale qu'elle s'exprime en magasin. Alors, sur mon secteur, qui sont les réseaux sociaux, c'est assez facile finalement de voir si on est en phase avec les attentes et les besoins des consommateurs. Parce qu'évidemment, notre plateforme de marque, elle a été écrite en écoutant les gens, en écoutant leurs besoins, leurs attentes. Quand on met en place une action sur les réseaux sociaux, tout de suite, on va voir si le contenu, il est appétant ou pas. Alors, comme on le voit sur les réseaux sociaux, c'est avec les interactions que ce contenu va générer. Donc, on parle d'engagement. L'engagement, il se matérialise par des conversations, donc par des likes, des commentaires, des shares. Et si ce contenu n'est pas interactif, on se dit déjà qu'il n'a pas forcément plu à nos communautés. Donc, on souhaitera mettre en place autre chose. Donc déjà, c'est de l'observation. C'est de l'observation de... Mais parfois, ils vous disent, ça, c'est pas du tout Monoprix, les gens qui interagissent avec vous. Complètement. Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où ils vous disent parfois aussi, ça, c'est complètement Monoprix? Alors, où ils nous disent c'est complètement Monoprix, c'est que là, sur les réseaux sociaux, on utilise beaucoup nos packagings qui sont extrêmement conversationnels. Vous savez, les nouveaux packagings qui ont été faits il y a quelques années, il y a une petite accroche rigolote sur les MDD. Et nous, on utilise ces packagings sur les réseaux sociaux pour rebondir avec l'actualité. Je vais vous donner un exemple. Quand on était pendant Roland-Garros, Tsonga avait gagné en quart de finale contre Federer. Et on avait pris un pack de petits Suisses. On avait renversé un petit Suisse. Et on avait remplacé la croche du pack de petites Suisses en inscrivant que Tsonga s'était fait un petit Suisse. Bon. Et ça, on le fait assez régulièrement pour s'amuser avec l'actualité. Et tout de suite, dans les conversations, on voit les gens disent « Mais ça, c'est Monoprix, je vous reconnais, c'est votre ton, vous nous faites marrer. À chaque fois, c'est un vrai plaisir de venir sur cette page parce que... » Là, c'est vraiment l'école Oreo, c'est-à-dire on rebondit pile, on va vite, il n'y a pas trop de validation, on y va, quoi. Il faut être extrêmement réactif si on veut rebondir sur l'actualité. En effet, la validation, elle doit se faire dans la foulée. Après, il y a des actualités qui sont prévisibles. Donc, il y a quand même des petites choses qu'on peut prévoir, mais en revanche, sur l'actualité chaude, non. Mais donc, est-ce que vous n'avez pas un petit problème de check-in, comme chez Accor? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un jour où on va chez Monoprix et où il y a la caissière qui est vraiment très contente parce qu'elle est avec son petit iPad et puis on va vers elle et c'est plus des conseils. Et finalement, le paiement a quasiment disparu. La démarche client chez Monoprix, c'est très important. C'est un des sujets stratégiques de l'entreprise. Donc, en ce moment, on est en train de tester pas mal de choses dans des magasins. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. En tout cas, il faut favoriser le lien entre nos clients et notre personnel. Il faut qu'on soit dans la conversation. Cette conversation qu'on voit sur le digital, il faut qu'on la retrouve dans le point de vente. Mais c'est pas seulement ça. Moi, quand je suis dans vos magasins, effectivement, je ressens un certain plaisir dans les rayons, etc. Quand je fais la queue, ce plaisir s'évanouit immédiatement. Bah oui, c'est vrai que faire la queue, on est d'accord. C'est le moment où la relation client en pâtit un petit peu. Voilà, c'est jamais agréable de faire la queue. Donc, il y a des chantiers pour limiter les temps d'attente dans les caisses, avoir des caisses qui sont plus fluides. Et transformer les caisses avec des nouveaux instruments de paiement, etc. C'est en train de se faire. Alors, il faut être humble, parce que ce sont des chantiers qui sont colossaux en termes d'informatique. On parle de cette fameuse connaissance client, mais c'est des gros chantiers. On est dans ces chantiers. C'est pas des choses qui se mettent en place en claquant des doigts, mais évidemment, on a envie d'apporter la meilleure expérience qui soit en magasin et ça passe par la caisse, c'est évident. Alors Stéphane, chez vous, hier on me racontait une anecdote d'un club de vacances. C'était un club de vacances et la personne qui y était
Le ménage n'avait pas été fait depuis 3 jours, il n'était pas du tout content et il avait été au guichet pour se plaindre, etc. Puis il a fait un tweet et il y a le super DIRCOM Twitter de la marque, que je ne citerai pas, qui a tout de suite réagi et tout de suite en cascade, en 5 minutes, le problème était réglé. Chez vous, comment ça se passe? Qui répond aux réseaux sociaux? Et comment vous gérez cette espèce de service client public par rapport au fait que c'est quand même mieux que ça se règle directement auprès du client et en temps réel? Alors, chez Accor, on a un service client qui est assez efficace, qui évidemment maintenant est interconnecté avec les plateformes sociales. Ce qu'on essaye de faire dans la mesure où on est dans 92 pays et que de toute façon les clients s'expriment dans leur langue native sur ces réseaux-là, vous pouvez toujours mettre qui vous voulez derrière les réseaux, mais quand ça va être un Chinois qui va faire une complainte quelle qu'elle soit, ça va être très dur à gérer si vous le centralisez. Donc on est plutôt dans un esprit où on favorise le traitement local, c'est-à-dire localisé du problème client. Je vais vous donner un exemple chez Ibis par exemple. On a mis en place un service client depuis de nombreuses années qui s'appelle le contrat 15. Quand un client a un souci, il le sait, on les a éduqués, on a énormément de communication autour de ça, il en fait part à la réception, on a 15 minutes pour régler le problème, sans quoi la chambre lui est offerte. Je ne vous donnerai pas les taux de chambre offerte, mais vous imaginez bien que notre business model tend à en offrir le moins possible. Donc ce sont des désagréments qui nous sont extrêmement nuisibles, comme dans toute relation client, et on a pris le parti de traiter ça localement le plus possible à l'hôtel. On fait un test actuellement au UK où on a essayé de mettre en place un espèce de réseau social à l'intérieur de l'hôtel, avec une appli mobile aussi qui vous suit, et dès que vous quittez l'hôtel, évidemment elle s'inactive et elle vous permet d'interagir donc de deux façons. Ça répondra un peu à votre question. D'une part avec le personnel, mais c'est dans les deux sens, c'est-à-dire j'ai une question à poser au personnel, immédiatement grâce à ce réseau interne, il me répond, puisque là... C'est quoi le support du réseau interne d'ailleurs? Alors c'est une appli qu'on a testée qui s'appelle LobbyFriend, qui est testée également dans d'autres pays, dans d'autres marques. Lonely Friend? LobbyFriend. Et qui génère de la conversation au sein de l'hôtel. On s'est aperçu que notamment sur sur la clientèle affaires que j'évoquais tout à l'heure, on peut parfois souffrir d'une forme de solitude à l'hôtel. On fait ses rendez-vous d'affaires, le soir on a fini, on est tout seul devant son assiette, ça peut être parfois un peu une ambiance ça arrive très souvent. De solitude. Voilà, et n'y voyez pas de trucs graveleux ou quoi que ce soit derrière. On a mis en place des écrans plats qui, dans les hôtels, font apparaître le fil des conversations. Et c'est fait pour générer de l'interaction entre clients qui, le soir, c'est peut-être plus sympa d'aller dîner à une table où vous avez quelqu'un à côté de vous qui est seul. Et voilà, ça permet ce genre d'interaction. Ça permet, dans l'autre sens, évidemment, lorsqu'on a quelque chose à dire, de le dire directement au personnel de l'hôtel, et c'est vu par tout le monde. Donc ça accélère, on comprend assez facilement le taux de réactivité du personnel. Et à l'inverse, vous donniez l'exemple de Tsonga par exemple, et je prends cet exemple du UK où on a une culture du pub assez forte. Quand vous avez une équipe locale de foot qui gagne, le GM a toute l'attitude à, sur le réseau social de l'interne, dire écoutez, pour célébrer la victoire d'Arsenal, happy hour, etc., etc. Et donc ça crée un petit peu ce genre de uniquement pour les Australiens. Pour tout le monde, ça marche en général, c'est bien. Donc on est en test and learn là-dessus. Et alors vous, est-ce qu'on vous apostrophe sur les réseaux sociaux et est-ce que vous répondez? Parce que ça c'est aussi une des questions, je parlais avec quelqu'un, les Warner hier, qui hésitait, en fait Tony C chez Zappos, il passe 20% de son temps tous les jours à répondre à tout le monde qui lui adresse n'importe quoi. Et c'est un peu son matériau de base pour avancer justement dans le projet de son entreprise, c'est qu'en fait il touche tous les jours ses clients. Est-ce que Et là, les Français, quand on leur raconte ça, ils disent mais surtout pas en rêve, c'est affreux, je vais perdre mon temps, je ne veux pas sortir de ma tour d'ivoire, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Après, ça dépend, je pense, éminemment des cultures d'entreprise et des industries dans lesquelles on travaille. Moi, à titre personnel, j'essaie de répondre le plus souvent quand je suis sollicité. Et si on parle sur un aspect corporate, on a évidemment, comme tous les grands groupes, des guidelines conversationnels qui sont édités et des procédures qui, en fonction de la nature des demandes, orientent sur les personnes les services appropriés, jusqu'à parfois des traitements en one-to-one qui peuvent avoir des niveaux de densité assez élevés. C'est toujours évidemment l'occasion de prendre le pouls de son marché, à la différence que le marché de l'hôtellerie a une spécificité par rapport à mes camarades ici sur le plateau, c'est que quand on va dans un hôtel, on cherche avant tout pas un hôtel, on
cherche avant tout une destination. Hein, tous autant qu'on est, quand on va à l'hôtel, avant tout on veut aller quelque part. Que ce soit pour un rendez-vous d'affaires, je veux être en face du parc des expos parce que je ne veux pas me trimballer une demi-heure de métro, ou que ce soit pour des dimensions plus loisirs ou plus personnelles. Donc ensuite se pose seulement la question de l'hôtel. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans une industrie où on est distribué aussi de plus en plus par des acteurs qu'on appelle les online travel agencies, qui eux détiennent la relation client, et ensuite on a ce sont des distributeurs. Donc parfois cette relation-là aussi nous échappe, et c'est parfois dur, en tout cas sur cet aspect-là, d'être sur le premier plan conversationnel. Donc ça peut revenir par d'autres chemins. On essaie de les traiter, je pense qu'on n'est pas trop mauvais là-dessus. C'est pas encore un réflexe, assez curieusement d'ailleurs, d'avoir un grand usage des réseaux sociaux dans notre industrie, ce qui est assez paradoxal puisque Internet est le plus fort driver aujourd'hui de notre industrie. Donc c'est quelque chose qui va sans aucun doute évoluer. Mais ça traduit aussi un peu une forme de peur. Ça c'est très français. On a la chance, nous, d'être un groupe international sur lequel nos camarades anglo-saxons, australiens ou autres nous poussent parce qu'ils ont une relation totalement décomplexée par rapport à la relation client. On a un programme de relation client qui s'appelle Follow the Sun, qui est basé avec 3 headquarters dans 3 continents différents. Et donc, comme son nom l'indique, le service client suit le soleil, et quand un centre de relation client est fermé, c'est l'autre de Londres qui prend le relais jusqu'à celui de l'Australie. Et voilà, bon, cette culture est en marche. Le plus compliqué et le président Zappos en parle assez bien aussi, c'est de redonner l'initiative, de redonner le droit à l'erreur, de décomplexer les personnels qui vont peut-être répondre, de recréer de la spontanéité, ce qu'on recherche avant tout, et faire un vœu d'honnêteté aussi et de transparence. C'est éminemment pas une culture corporate dans toutes les entreprises qui soient. Dans toutes les entreprises qui soient, il y a des secrets, il y a un savoir-faire, il y a, si on veut être un peu plus parano, il y a aussi de l'espionnage. Enfin, il y a tout un tas de dimensions qui sont de façon endogène assez fortes dans toutes les entreprises et sur lesquelles il faut lutter. Bon, voilà, j'avais un échange avec une de mes homonymes à la SNCF, par exemple, où le contexte social, syndical est parfois un peu âpre. Les réseaux sociaux peuvent aussi être des déversoirs, et c'est des flux qu'il faut savoir canaliser. Donc tout ça n'est pas simple, on essaye d'y arriver. Isabelle, en fait, les consommateurs ne s'adressaient pas à L'Oréal avant que L'Oréal ne s'adresse à eux pour leur envoyer des produits. J'imagine, enfin, ils s'adressaient assez rarement à la société. Comment est-ce que L'Oréal Paris a réagi et comment est-ce qu'il dialogue avec ces nouveaux consommateurs directs ? Alors, il y a une dernière composante qui est certainement actuellement, avec la montée en force des réseaux sociaux et de l'interactivité, c'est la renaissance des services consommateurs. Généralement, le service consommateur dans les grands groupes comme L'Oréal a été soit externalisé, très rarement internalisé. Et on voit que dans les pays où il est resté internalisé, il a une force de frappe, si je puis dire, dans la relation et l'engagement avec le consommateur qui est exceptionnelle et qui a permis à ces pays d'être en avant dans la relation et dans l'engagement et l'expérience consommateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu des questions sur l'application, l'usage. Donc soit on va sur le lieu de vente, mais on n'a pas forcément la réponse, soit on appelle le service conso. Aujourd'hui, est-ce qu'on appelle le service conso, quoi qu'il arrive, dans quelques domaines qu'on soit? Généralement, on va direct sur sa page Facebook ou sur Twitter ou autre, et on commence à poser sa question. Donc si la marque ou si le groupe n'est pas présent, cette première opportunité d'engagement lui échappe, et pas seulement l'engagement, mais surtout la façon de répondre et la réponse à l'usage, qui peut être détournée, soit d'un point de vue positif, donc dans ce cas-là c'est un insight, soit d'un point de vue négatif, et là c'est ce qu'on appelle la réputation, le management de la réputation. Donc pour L'Oréal, c'est un enjeu très pertinent par marque, mais aussi au niveau du groupe, puisque je peux très bien poster un commentaire et demander un service consommateur aux États-Unis qui va se répercuter immédiatement en France ou en Inde, puisque les marques sont à la fois internationales et nationales. D'où l'enjeu extrêmement fort, stratégique et opérationnel, et quand je dis opérationnel, c'est au jour le jour, heure par heure, seconde par seconde, d'avoir une stratégie et une approche de tout instant sur les réseaux sociaux. Et quand j'y approche, c'est l'activité. Donc là, plusieurs services sont actifs, et je dirais que le service consommateur est d'autant plus
stratégique et opérationnel, et c'est un nouveau positionnement à considérer. Bien, alors maintenant il est l'heure de passer la parole à la salle. Donc je vous demande de lever la main, de vous présenter et de poser une question brève si possible. Allez-y, ne soyez pas timide, nous avons un quart d'heure devant vous, sinon je pose la première question, moi, en attendant que ça vienne. Madame, est-ce qu'il y a un micro dans la salle ou est-ce qu'il faut que je vais vous l'apporter peut-être ? Bonjour, merci pour vos interventions extrêmement enrichissantes. Je suis Mira Braganti, BNP Paribas, et ma question est la suivante. Vous avez parlé de e-réputation. Est-ce que c'est essentiellement un travail du marketing, de la communication, du service client, ou est-ce qu'on est sur un écosystème beaucoup plus large? Donc comment gérez-vous aujourd'hui la e-réputation dans chacune de vos entreprises? Quels sont les enjeux et quelles sont les limites aujourd'hui qui se présentent? Merci. Allez-y, chacun à votre tour. Alors, nous, les réputations, comment ça fonctionne? C'est géré par le marketing, mais dans le marketing, il y a le service client. Donc, en fait, moi, je m'occupe du marketing social, donc les réseaux sociaux, je travaille beaucoup avec le service client. Aujourd'hui, on utilise un outil, c'est Synthesio, à la fois pour la veille, pour l'écoute, également en plateforme d'engagement. On a un community manager chez nous qui reçoit sur Synthesio tous les messages qui sont postés sur le web social, messages qui contiennent des mots qui sont en affinité avec la marque, qu'on a décidé en fait en amont. Donc déjà on écoute ce qui se dit sur nos marques, plus tous les messages qui sont postés sur nos pages propriétaires. Donc notre fil Twitter, notre page Facebook, etc. Donc le community manager, lui, son rôle, il fait office de garde triage. C'est-à-dire qu'il va recevoir toutes les conversations, et en fonction de la nature de la conversation, si c'est une conversation qui demande une réponse de la part du service client, il va tout de suite notifier au service client cette conversation. Le service client et le community manager utilisent exactement la même plateforme. Après, sur l'e-réputation, pour vraiment répondre à votre question, c'est le service client qui va nous faire des rapports d'e-réputation à la fois quotidiens et mensuels. Les rapports d'e-réputation vont vous donner les sujets les plus émergents qui ont généré le plus de conversations, évidemment la tonalité des messages. Et aujourd'hui, ces rapports d'e-réputation remontent au COMEX, mais ensuite sont diffusés dans toute l'entreprise. Parce que ça, c'est super important. C'est-à-dire que pour les bureaux d'achat, par exemple, c'est intéressant de savoir ce que disent nos clients sur un nouveau produit qui vient d'arriver chez Monoprix. Vous disiez que ça vous permet aussi de prévoir les stocks. Ça nous permet d'anticiper des lancements de produits, évidemment d'anticiper aussi des stocks. Twitter, en fait, nous donne une très bonne anticipation en fait, des produits qui vont être mis sur le marché. Quand il y a un nouveau créateur qui vient chez Monoprix, on informe en avant-première les blogueurs, les leaders d'opinion, et en fonction du volume de conversation autour de ce sujet, on peut presque prévoir si la collection va marcher ou pas en magasin. Donc l'e-réputation, elle est faite conjointement par le service client et par les réseaux sociaux, mais surtout le service client, et c'est diffusé, mais vraiment dans l'entreprise. C'est stratégique. Stéphane ? Oui, alors nous, l'e-réputation est traquée au sein du marketing également. Donc on a toute une série de reports concernant la réputation de nos marques. Comme c'est plugué sur le marketing, ça descend assez vite dans les responsables marketing des marques en fonction de la marque qui peut être citée, et avec un management des plaintes consommateurs lorsqu'il s'agit de ça, qui est assez fin et qui ensuite descend et s'interface assez rapidement et de façon assez smooth avec le service client qui lui a tout le knowledge pour traiter ce genre de choses-là. Il y a une particularité dans notre métier qui s'appelle TripAdvisor, puisque les 3/4 des plaintes qui sont faites ne nous sont pas formulées à nous,
mais sont formulées à TripAdvisor. Et donc on a mis en place, et là ça va dans les racines de l'entreprise, puisqu'il y a des process RH qui ont été changés, et les GM des hôtels doivent quotidiennement checker évidemment leur rating, les complaints, gérer ça, et pour certaines marques on envisage même que ce soit une partie de la variable de leur rémunération, qui sont des dossiers complexes à gérer, mais si on veut aller au bout de la relation de client, certaines marques l'ont fait, peut-être on n'ira pas jusque-là, mais en tout cas, si ce n'est un management de la rémunération, ça peut être un management de la qualité, et c'est un outil de qualité et de management de la qualité au sein de l'hôtel. Voilà. Isabelle? Alors, l'e-réputation, un grand sujet vaste et complexe chez L'Oréal, puisqu'il s'adresse non seulement au niveau des thématiques, donc de la constitution du produit, de la marque, enfin des marques et du groupe, au niveau local et je dirais planétaire. Donc l'e-réputation est traitée en priorité sur 2 axes. Un axe qui est la communication. Ça fait appel à une multitude de langues, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, contrôler ou analyser l'e-réputation que sur une langue n'apporte pas grand-chose à une entreprise, même si son marché est uniquement local. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux ne sont pas hermétiques, ils sont locaux et globaux. Donc la mise en place est assez complexe. Aujourd'hui, on a différents hubs par région, différentes approches, sachant qu'on a 3 services prioritaires. Il y a un 4e qui est en train de monter en force. Donc le premier service, c'est bien sûr la communication, parce qu'il s'agit d'aligner la communication des marques avec la communication du groupe, ainsi qu'avec la communication produit. Donc là, l'e-réputation est évidente, sachant que le langage qui va être utilisé ou la réponse est revu avec, je le disais tout à l'heure, les services consommateurs, puisque eux perçoivent, on va dire, ce que disent les influenceurs, les experts, de même que le consommateur. Et il faut qu'il y ait une homogénéité dans la réponse, qu'elle ne soit pas seulement dédiée, on va dire, aux blogueurs, aux influenceurs qui n'utilisent pas forcément le produit, mais qui sont des scientifiques, par exemple, qui vont analyser le produit, alors que le consommateur, lui, il est sur l'usage et comment il perçoit le produit. Donc il faut que ces 2 approches, soit en amont et en aval, soient prises en compte, ainsi, et on ne le répète pas assez, ainsi que l'agent commercial ou l'agent de beauté ou de la coiffure, qui lui va avoir son avis et sa perception. Donc une approche passe par l'analyse des conversations, des mentions, des posts, mais aussi par une analyse très fine des sujets qui remontent et qui sont liés peut-être à l'alimentation, mais qui vont toucher le domaine de la beauté, parce qu'en ce moment on en parle beaucoup. Donc il faut élargir cette analyse, cette écoute qui joue sur la réputation des marques et des produits L'Oréal. Et puis le 3e point qui est sur les influenceurs. Et les influenceurs, les influents, ou on va dire les 2% qui peuvent être soit des scientifiques, des consommateurs, mais qui sont extrêmement pertinents parce qu'eux ont un pouvoir de voix au niveau local, sur le net, sur le point de vente, à la maison, dans les réseaux sociaux, qui est extrêmement fort, et il s'agit de les comprendre et d'avoir une relation très particulière avec eux. Parce qu'eux peuvent arrêter, on va dire, un déclenchement négatif, ou bien l'allumer et l'élargir. Donc c'est complexe. L'e-réputation, c'est pas seulement l'écoute des conversations, c'est toute une mise en place de stratégie avec ces influenceurs. Prochaine question. Levez la main, présentez-vous. Là. Les femmes posent beaucoup plus de questions que les hommes, j'ai l'impression. Bonjour madame. Bonjour, Valérie Métayer, je suis consultante digitale et ça m'intéressait de pouvoir approfondir le sujet d'expression de marque développement durable, donc plutôt sur la dimension Monoprix et en lien avec l'engagement, comment on arrive à exprimer le développement durable et quel engagement on peut tirer de ça, notamment sur les réseaux sociaux. Monoprix, nous on est très présents sur le développement durable, hein. C'est d'ailleurs inscrit dans notre plateforme de marque. C'est proposer un quotidien coloré et joyeux, mais toujours dans cette optique de développement durable. Alors, le développement durable, c'est un sujet qui est compliqué parce que il recouvre évidemment énormément de choses.
Donc, il fallait que nous, on réussisse, enfin c'est ce qu'on est en train de faire, hein, il faut qu'on réussisse à expliquer c'est quoi le développement durable à nos clients. Et tout à l'heure, quand je vous parlais, je vous disais que le support, ce n'était pas un enjeu en soi, mais ça peut répondre à des problématiques. Donc, comment exprimer le développement durable de la manière la plus ludique à nos clients? On a estimé que Twitter était un support très intéressant pour parler du développement durable. Et on utilise Twitter pour donner des preuves, pour avoir des contenus ludiques, des contenus qui vont permettre à nos clients de mieux comprendre c'est quoi le développement durable. Donc Twitter, on utilise vraiment ce support pour en parler. C'est vraiment de l'évangélisation. Voilà. C'est montrer à nos clients un petit peu chaque jour qu'est-ce que Monoprix met en place sur le développement durable. C'est quelque chose là qu'on est en train de mettre en place. Hein. C'est voilà, exprimer le développement durable sur Twitter. C'est un projet d'aujourd'hui. Mais pourquoi pas Facebook? Je comprends pas. Facebook aussi, mais Twitter, on est dans des prises de parole plus fréquentes que sur Facebook. Sur Facebook, on ne peut pas prendre la parole 3 fois par jour. D'accord. Donc, les prises de parole sont limitées, alors que sur Twitter, on peut plus parler. Dernière question de la salle, et puis ensuite, on va aller tous boire le champagne. Non, je rigole. Il y a une dernière question de la salle. Un homme pour changer, ça serait bien. Allez, messieurs. Bon, vous en avez eu assez. Eh bien, je vous remercie beaucoup. On peut les applaudir.